Donc bienvenue à cette cinquième table ronde d'OpenTech 4.0, première édition avec un public en folie dans la salle. Merci d'être à nos côtés, de nous soutenir. Il est assez rare de noter que pour une fois on est plus nombreux sur scène. Alors, on va essayer de se réchauffer, parce qu'en plus il fait un petit peu froid ici. Alors j'ai à mes côtés à nouveau, je ne vais pas le représenter mais rapidement, Florian Larue, donc, responsable de l'unité technologique système centré sur l'humain. Nicolas Philippe aussi qui était présent tout à l'heure à la table ronde sur les enjeux de l'intelligence artificielle, qui a dû nous quitter pour un rendez-vous professionnel, donc qui est responsable de l'unité technologique algorithmes et données. Et Sébastien Lotti, responsable de l'unité technologique système cyberphysique, qui va nous présenter un peu ses équipes aussi après. Et on a le plaisir d'accueillir aussi Pierre Constant, donc, qui est data manager chez Amplitude. Merci Pierre de votre présence parmi nous et de votre participation à cet événement. Et je vais commencer par vous donner la parole en premier, Pierre. Puisque, première question, enfin là on est sur une table ronde donc sur les expertises transdisciplinaires, on va appuyer le fait que c'est une caractéristique très forte au CATI, donc c'est pour ça qu'on a mobilisé les trois managers des trois unités technologiques du CATI, et que notre conviction qu'on a chevillée au corps, c'est que c'est un véritable socle de l'innovation technologique, c'est ce qu'on va démontrer dans cette table ronde. Pierre Constant, vous êtes donc, je l'ai déjà dit, data manager chez Amplitude, dans la business unit industrie. Qu'est-ce qui a motivé votre collaboration avec un centre tel que le CATI? Pourquoi est-ce que c'était une évidence? Comment ça s'est fait? Quelle est l'histoire, s'il vous plaît? Donc moi, ça fait quelques années maintenant que je suis Amplitude. J'ai été recruté, j'ai plutôt une expertise data à la base, on peut dire que je suis data scientist en quelque sorte. Et j'ai été recruté pour mener un projet d'industrie 4.0 chez Amplitude, centré au départ sur des thématiques plutôt proches de la maintenance prédictive. Donc c'était ça le scope du projet au départ, comment je connecte maintenance prédictive / machine connectée, quoi, pour essayer de faire du condition monitoring des équipements, donc des sujets dont on a déjà parlé aujourd'hui. Et la rencontre avec le CATI s'est faite quelques années, enfin il y a 2 ans je crois, avec Nicolas essentiellement, sur un événement AI for Industry justement dont on a parlé sur une précédente table ronde. Et on a un peu échangé avec Nicolas. On s'est rendu compte que côté Amplitude, en fait, on avait plein d'idées sur ces thématiques autour de la data, autour des machines connectées. On avait identifié plein d'enjeux métiers, on va dire. Et on n'avait pas forcément ni le temps, ni la bande passante, ni forcément toutes les compétences pour aborder ces thématiques-là. Et donc c'est dans ce contexte qu'on s'est rendu compte que ça pouvait être un bon fit entre le CATI et Amplitude pour combler ces trous. Donc une envie d'aller vers les nouvelles technologies, des technologies fortes peut-être avec des promesses de rupture ou de performance, enfin de ROI peut-être, mais le besoin de se faire accompagner sur des sujets précis parce que peut-être des incertitudes, peut-être un manque de moyens. Qu'est-ce qui a été décideur? Un peu des deux. En fait, on avait clairement plus d'ambition, enfin plus d'idées, d'idées de POC, de choses à tenter que de bandes passantes en interne dans l'entreprise. Donc ça, c'est un premier point. Donc manque de bandes passantes sur lequel le CATI peut nous aider à accélérer en fait. Et l'autre aspect, qui est peut-être le plus important, c'est des compétences qu'on n'a pas forcément dans l'entreprise. Je peux en citer 2 rapidement. Amplitude, c'est une entreprise dans laquelle il y a des compétences électroniques assez fortes, mais par exemple pas du tout sur de l'électronique autonome au sens sur batterie par exemple. Ouais. Donc nous on fait beaucoup de choses, mais on ne s'est jamais posé la question de comment j'alimente mes systèmes sur batterie. Et il se trouve qu'on a un enjeu par exemple d'être capable de faire du data logging pendant le transport de nos machines, pendant lequel évidemment elles ne sont pas alimentées. Et dans ce cas-là, Sébastien et l'équipe du CATI sur l'aspect électronique peut nous apporter des compétences qu'on n'a pas. Ça, c'est un premier point. Et donc, c'est un projet qu'on n'aurait sans doute pas lancé en interne, simplement parce que c'était un peu trop loin de nos compétences de métier, des compétences qu'on avait en interne, quoi. Donc là-dessus, le CATI nous aide. L'autre exemple, c'est plutôt côté Florian, sur les aspects système centrés sur l'humain. Par exemple, on avait déjà fait un POC autour de lunettes connectées pour aider nos techniciens à réaliser la maintenance des machines. Et c'est un POC qui n'avait pas été super... sur lequel on n'avait pas eu un énorme succès, et justement principalement sur des aspects qu'on pourrait ranger dans la catégorie facteur humain.
Parce que trop techno-push, c'est ça? Je ne sais pas si vous avez assisté aux tables rondes précédentes, mais... Un peu techno-push, ouais, voilà, ou alors un peu techno-push, ou alors un peu trop... C'était vraiment une techno sur étagère qu'on a voulu tester, des choses plutôt adaptées à la maintenance du bâtiment, en fait, ou à la maintenance de grosses machines. Ce qui n'est pas notre cas d'usage, où nous, on est plutôt sur des choses extrêmement fines, etc. Et ben justement, ça c'est des compétences qu'on n'avait pas forcément en interne, de vraiment prendre le temps de décortiquer quels sont les enjeux. Donc besoin d'une expertise en ingénierie électronique, besoin d'une expertise en ingénierie facteur humain, c'est ça? Ouais. Et d'autres encore besoins ou d'autres critères décisionnels? C'est essentiellement ça, quoi. Nous aider à accélérer et nous apporter des compétences qu'on n'a pas. Donc une fois qu'on a dit ça, finalement, c'était assez difficile de trouver un acteur qui est à la fois ces deux expertises, quoi. C'est un peu ça qui a fait que vous êtes venu au CATI. Oui, en partie. Alors effectivement, je pense que c'est aussi une rencontre. Donc on a parlé de l'écosystème néo-aquitain dans ce domaine-là, qui je pense effectivement qui fonctionne assez bien. C'est aussi dans ce cadre-là que j'ai rencontré donc d'abord Nicolas et qu'on a échangé. On s'est rendu compte que le fit était bon. Et c'est effectivement ça qui nous a décidé à avancer, quoi. On l'aurait peut-être pas fait. On l'aurait peut-être pas fait effectivement sur une entreprise qui était uniquement centrée par exemple sur des thématiques data ou uniquement centrée sur des thématiques électroniques. Là, il y avait effectivement un panel de compétences qui était bien complémentaire au nôtre. Donc vous arrivez à la fois à trouver des expertises très pointues dans des secteurs très précis et en même temps qui sont complémentaires les unes entre les autres, tout en laissant, sans jamais finalement sacrifier le niveau d'expertise ou le niveau de regard de technicité qui est porté sur les sujets métiers, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, oui. Sébastien Lotti, vous êtes manager de l'équipe système cyberphysique au sein du CATI. Comment ça se passe habituellement? Est-ce que les entreprises viennent vous solliciter à chaque fois sur des questions liées à des expertises transdisciplinaires, ou c'est quelque chose que vous voyez émerger et apparaître ces derniers temps? Est-ce que c'est des sujets qui sont de plus en plus présents au CATI? C'est très dépendant en fait du sujet apporté par l'entreprise, mais on peut distinguer finalement des approches complémentaires aussi qu'on peut percevoir à travers le sujet qu'amène le client, parce que souvent c'est très difficile d'avoir une solution ou une projection autre que vraiment sur le résultat qu'on souhaite obtenir. Et c'est vrai que nous, le fait qu'on ait finalement une sensibilité assez forte aux autres thématiques portées par le CATI, ça permet aussi d'élargir des fois et d'apporter une vision sur la complémentarité ou la valeur ajoutée que peut représenter. Est-ce qu'on peut rappeler ce que font vos équipes? Alors, les équipes dans mon unité technologique vont travailler plutôt sur l'électronique, le système embarqué, la connaissance des capteurs, comment on fait pour remonter ces données vers le cloud, tous les aspects cybersécurité et des aspects robotiques également. Donc quand une entreprise vient de nous voir par exemple pour un sujet IoT, juste pour de la collecte de données, on va voir l'aspect électronique, comment je fais pour avoir une carte électronique qui remonte la donnée, mais il y a toutes les dimensions aussi liées à la remontée de la donnée, à l'exploitation de la donnée, sur la plateforme IoT, sur la partie comment je fais pour avoir des bases de données aussi en capacité d'accueillir toutes ces données remontantes, comment je fais pour gérer mes flottes d'objets, etc. Et le monitoring un peu, c'est ça, c'est le monitoring, tout ça? Ouais, tout ce qui est monitoring, et comment je fais aussi pour, à travers toutes ces données que j'ai remontées, peut-être faire des algos qui peuvent ensuite prendre des décisions et redescendre l'information vers les objets eux-mêmes. Et là, il y a beaucoup de compétences dans l'équipe de Nicolas qui est très complémentaire justement sur ces aspects-là. Donc il y a beaucoup de thématiques aussi qui sont un peu, on va dire, dont on entend beaucoup parler. Hein. Je pense ce matin on en a entendu parler, IA et IA embarqué, où là, pareil, on est sur une compétence mixte, où pour bien intégrer de l'IA dans des cartes électroniques, il faut avoir la connaissance de l'algo, mais il faut aussi avoir la connaissance des architectures électroniques. Et donc là aussi, on a des sujets comme ça prédominants sur lesquels on est de plus en plus sollicité. Alors, il y a quelques mois, le CATI a rejoint la RISC-V Association. C'est quelle la réalité concrètement au CATI, au quotidien, l'intelligence artificielle embarquée, comment ça s'exprime à travers des projets, ou comment est-ce que ça va s'exprimer dans les prochains mois?
Actuellement, sur la partie IA embarquée, on accompagne, on a plusieurs projets. On a des projets de recherche interne parce que c'est vraiment un sujet qui est très, comment dire, qui bouge beaucoup, où il y a beaucoup de solutions qui sont proposées. Et donc on travaille beaucoup sur ces thématiques-là. Et on a des projets aussi qui sont apportés, notamment un en particulier par un gros acteur en fait de l'industrie qui nous a sollicité pour travailler justement sur du monitoring. Ils font des dispositifs pour les barrages hydroélectriques, donc des très gros dispositifs. Et ils ont besoin d'équiper et de monitorer en fait ces gros équipements pour faire de la maintenance prédictive. Rejoint les deux compétences du CATI qui sont comment je fais pour avoir un système autonome en énergie parce qu'on n'a pas forcément accès à l'énergie, c'est une des problématiques, qui est capable de remonter la donnée pour pouvoir faire travailler des algos, mais aussi qui est capable, une fois ces algos entraînés, de pouvoir exécuter les algos pour générer des alertes pour les équipes de maintenance de façon à ce qu'ils agissent avant qu'il y ait un problème, parce que naturellement, sur un barrage... Là, on est sur des enjeux industriels très importants. C'est des enjeux industriels très importants. C'est des vannes qui bloquent des colonnes d'eau. Enfin, j'imagine des choses... Si je dois rentrer un peu plus en détail, voilà. C'est ça, oui. Et donc, on comprend. Donc, l'intérêt, c'est d'être plus rapide, c'est ça, et en même temps d'être frugal aussi, hein, enfin, d'être attentif à l'énergie qui est consommée. C'est ça ? Oui, clairement. Je pense que alors sur les enjeux de l'IA embarquée plus précisément, il y a des enjeux de bande passante. Donc, si tous les objets doivent remonter toutes les données qui sont susceptibles de récolter, rapidement, on va congestionner toutes les antennes relais de partout. Il y a tout ce qui est respect de la vie privée aussi. Si on a des caméras connectées, des micros, on a tous des enceintes, enfin on a tous, certains d'entre nous ont des enceintes connectées à la maison, on peut toujours se demander de l'exploitation des informations qui peuvent être perçues. Si l'enceinte en elle-même, elle est capable de traiter l'information et de ne pas la diffuser pour être traitée dans le cloud, mais finalement on a une espèce de garantie de confidentialité. On a aussi tout ce qui est lié à l'IA embarquée avec des phénomènes de latence. La capacité à l'objet de prendre la décision lui-même tout de suite évite la latence liée au renvoi de l'information, au traitement de l'information, à la redescente de l'information. Et enfin, on va avoir aussi des enjeux sur la robustesse aussi. C'est à un moment donné, si j'ai une voiture autonome, je suis bien content qu'elle soit capable de prendre la décision toute seule si jamais je perds le réseau, parce que sinon je suis peut-être embêté. Voilà, ça c'est un vrai enjeu aussi de la robustesse. Et parfois, il faut aussi quand même envoyer les datas dans le cloud, et c'est là où les équipes de Nicolas Philippe interviennent, c'est ça ? Complètement. Il y a la dimension j'envoie dans le cloud et je sais stocker toutes ces données. Et ensuite, comment je sais les exploiter et construire des algorithmes ensuite. Donc là, il y a un passage de relais qui s'opère, qui doit être hyper technique. En quelques mots, Nicolas Philippe, est-ce que vous voulez bien nous éclairer sur justement comment est-ce que vos équipes travaillent avec celles de Sébastien ? Oui, avec plaisir. Déjà, sur la complémentarité, sur les sujets d'informatique embarquée, de logiciels embarqués, etc., c'est assez intéressant de voir qu'au sein du CATI, on réalise qu'il y a un peu les biais, quoi. Pour l'informaticien, Raspberry, ça va être un objet connecté, quoi. Et pour un électronicien, Raspberry, ça va être un ordinateur. La complémentarité est très intéressante parce qu'en fait, le fait lorsqu'on travaille avec des entreprises, d'avoir un peu cette double sensibilité, c'est un peu unique. Parce que la majorité des acteurs aujourd'hui vont être soit informaticiens, avec la vision que j'ai décrite, soit électroniciens. Donc on voit qu'en fait, dans les deux cas, c'est partiel. Donc pour nos équipes et donc pour notre réponse, c'est très intéressant de travailler en complémentarité. Donc sur l'exemple effectivement un peu classique mais récurrent, hein, de remontée d'informations depuis les IoT, on voit que, comme j'aime bien dire, du capteur à l'algorithme, là on a des experts sur toute la chaîne, donc pour la remontée d'informations, etc., avec des tas d'étapes assez techniques, mais finalement il faut vraiment la multiplicité des profils parce que c'est toujours assez facile techniquement d'exposer sur quelque chose qu'on méconnaît une forme de simplicité, ce qui n'est jamais le cas. Donc par exemple, designer, choisir un capteur,
une carte électronique, un logiciel embarqué, le protocole de communication, et puis pareil sur les étapes de cloud, stocker la donnée, en extraire les informations, concevoir une data visualisation. Tout ça, c'est des choses qui demandent beaucoup d'expertise si on veut les faire bien, quoi. Les faire avec l'état de l'art et avoir une approche vraiment technologique. Et donc voilà, c'est ce que en équipe, parce qu'il faut être plusieurs là sur toutes les étapes que j'ai listées. C'est en équipe qu'on sait proposer ça au CATI et voilà, garantir à une entreprise que sur les différentes couches, elle aura le meilleur conseil, quoi, en termes de technologie. Et donc j'imagine aussi vos équipes sont amenées à travailler avec celles de Florian. Alors je pense à des sujets peut-être liés à la robotique. Vous m'avez parlé de plusieurs projets intéressants. Je crois que c'était BetClick, c'est ça? En quelques mots, vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que ça a fait travailler vos deux équipes? Oui, en fait, l'équipe système centré sur l'humain au CATI, elle est assez cruciale parce que on a appris à comprendre que c'est une équipe en fait qui a son rôle dans tous les projets. Parce que qu'on conçoive de l'électronique, qu'on conçoive un logiciel, un algorithme ou peu importe, c'est toujours un produit ou un service qui va être destiné à être utilisé, alors par les clients ou en interne dans l'entreprise, etc. Et donc être utilisé par des humains. Et donc à ce titre, ça pose un garde-fou quand même. Alors souvent on fait de l'humour en disant qu'il nous empêche de faire ce qu'on a envie, quoi, pour le dire poliment. Mais finalement ça fait un garde-fou en revenant vraiment sur la réalité de la conception, du besoin de l'entreprise, etc. Et donc ça permet d'éviter de tomber dans les travers un peu technologues, hein, de choisir le super algo hyper compliqué, etc. Quand finalement il y a des choses très simples qui conviennent. Alors je laisserai d'ailleurs Pierre donner un exemple qui est assez intéressant dans le cadre du projet Amplitude, où on a su effectivement revenir en arrière et finir sur un truc qui au final est trivial, mais il fallait passer par toutes ces étapes pour s'en rendre compte. Donc oui, la complémentarité, elle est plus présente sur certains projets avec l'équipe système centrée sur l'humain, mais on le voit vraiment dans la conception et dans notre approche que ça apporte quelque chose d'unique et de systématique. Quand voilà, dans les autres équipes, évidemment, une entreprise qui veut qu'un algo, par exemple BetClick, qui ne fait pas d'objets connectés, bon, désolé, mais sur la partie électronique, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà, c'est moins systématique. Donc oui, il y a plusieurs exemples. Je vais plutôt prendre l'exemple d'un programme qui s'appelle LithoView, là, qui est mené par le BRGM sur le suivi du trait de côte. Donc le principe du suivi de trait de côte, c'est être capable de mesurer l'avancée de la mer et dans quelle mesure elle grignote la Terre année après année. Et donc il y a une initiative qui est un peu inspirée d'une initiative australienne qui consiste à inciter les passants donc en bord de plage à prendre des photos de la plage et ensuite avec des techniques de vision par ordinateur d'analyser l'image et d'être capable de calculer automatiquement au fil du temps l'analyse de ces choses. Donc finalement il y a deux aspects. Le premier, et c'est ainsi qu'est venu nous voir le BRGM, c'est de travailler sur des algorithmes d'intelligence artificielle, de vision par ordinateur pour détecter, etc. Donc ça, c'est acquis. Mais finalement, peut-être qui a été oublié au début, et ce que Cathy s'est permis de préciser, c'est l'importance de l'incitation pour les passants, à prendre des photos, etc. Avec des approches incitatives de gamification et autres pour faire marcher le système. Et là, c'est un exemple qui est assez intéressant, parce qu'on met le doigt sur l'enjeu. On peut faire une super techno de vision par ordinateur. Ben, s'il n'y a personne qui prend la photo, voilà, l'outil ne sert à rien, quoi. Et donc, c'est quelque chose auquel je suis, et je pense au CATI, on est assez sensible, en effet. Donc l'engagement des utilisateurs, c'est ça? Oui, ou l'engagement, ou le fait de penser un produit ou un service qui va leur être utile, augmenter leur performance, leur faire gagner du temps. Voilà, c'est une notion assez large, mais c'est de ne pas se tromper de cible, quoi. La cible, c'est jamais de faire la technologie. Pourtant, Dieu sait qu'on est des experts techniques, mais de manière, on va dire, adaptée, quoi. Florian Larue, donc, quand vous êtes sollicité sur ces projets avec vos équipes, est-ce que vous diriez que justement vous amenez à repenser le cadre d'intervention ou vous interrogez un petit peu les limites, parce que c'est un petit peu ce que j'ai entendu dans les propos de Nicolas Philippe. Quel regard vous portez là-dessus, justement, sur l'impact de l'approche de votre unité technologique, justement, de système centré sur l'humain, avec les autres UT? Alors, je crois qu'on amène une autre façon de voir les choses. Généralement, je le disais encore ce matin, mais la vision est toujours très techno. Et on apporte une nouvelle façon de penser, en fait, et ça permet à l'entreprise d'avoir une vision un peu différente et finalement une vision un peu plus sur le long terme, en fait. Donc parfois on a besoin de faire que de la technique, mais généralement on fait toujours réfléchir l'entreprise sur qu'est-ce que va apporter la technique dans l'usage final.
Pierre Constance, c'est des mots qui résonnent pour vous? Faire réfléchir l'entreprise sur l'usage final. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti dans votre relation avec le CATI? Est-ce que c'est quelque chose qui a été nourri justement? Est-ce que les limites, entre guillemets, ont été interrogées aussi? Oui, je pense tout à fait. Je pense que le CATI maîtrise bien l'ensemble des solutions et donc pu pousser, voilà, à nous aider aussi sur certains cas d'usage. Par exemple, je peux revenir pour revenir sur ce que disait Florian sur des problématiques. Donc le sujet, c'est de faire de l'aide, du support expert à distance. Donc l'idée, c'est quelqu'un qui est en train de réparer un des lasers qu'on fabrique, qui peut être un technicien à peu près partout dans le monde, en Corée, en Chine, puisse être guidé à distance par un expert qui serait basé à Bordeaux ou ailleurs. Donc ça, donc non seulement le CATI a pu nous aider à travailler sur le dispositif technique. Donc j'évoquais en introduction les lunettes, qui est une technologie sur étagère pas très adaptée à notre cas d'usage. Donc le CATI a pu aider à préciser ça. Ça, c'est le cas d'usage qu'on avait identifié nous côté amplitude. Et puis en discutant ensemble, notamment avec Florian et ses équipes, le CATI a pu identifier, à nous aider à aller un cran plus loin dans ce cas d'usage-là, qui était en fait de dire ok, mais le technicien coréen et l'expert français, est-ce qu'ils parlent vraiment le même langage? Comment je fais en sorte de faciliter cette communication, de lever des ambiguïtés dans un contexte de communication via des outils numériques? Ça, nous, Amplitude Laser, on est plutôt une boîte avec une culture d'ingénieur. Ce genre de thématique-là, ça nous passait un peu loin, quoi. Je veux dire, on est plutôt des technologues, comme le disait Nicolas. Donc effectivement, là-dessus, il y a une valeur ajoutée qu'on n'avait pas forcément cernée à la base. Ouais. D'où l'intérêt de l'interdisciplinarité, effectivement. L'interculturalité, là, du coup, c'était important. Alors, là, dans ce contexte-là, c'est de l'interculturalité, de la communication interculturelle, quoi. Mais je voulais parler d'interdisciplinarité, dans le sens où ces compétences facteurs humains, clairement, on les a pas chez Amplitude. Et c'est pas enfin, je pense une PME ou une ETI de région Nouvelle-Aquitaine ne va pas commencer à recruter des spécialistes en sciences cognitives, etc. pour réfléchir à ces questions-là. Non pas qu'elles ne veulent pas le faire, hein, je pense que tout le monde adorerait si elles pouvaient, mais bon, c'est quand même un peu loin du core business, on va dire. Le fait de pouvoir travailler dans le contexte d'un projet et que ces compétences-là viennent en plus, c'est vraiment top, quoi. En tout cas, moi, je trouve ça très intéressant et en parlant en interne, c'est effectivement ça. On voit les sourcils se lever parce qu'on n'y avait pas forcément pensé et tout le monde trouve ça intéressant et a posteriori on dit oui, bien sûr, faut travailler là-dessus, mais voilà. D'accord. Nicolas Philippe, je vous vois hocher la tête. Vous voulez réagir à ces propos? Si, je suis tout à fait d'accord. Je hoche la tête parce que effectivement, une des missions des centres, des CRT comme le CATI, c'est de mettre un peu à disposition des compétences qui sont soit rares, soit difficiles à recruter pour une entreprise, parce que voilà, comme vient de le dire Pierre, on ne va pas avoir besoin tous les jours de quelqu'un comme ça. Oui. Voilà, vous m'avez dit aussi, si c'est facile, on ne va pas y aller. On ira sur des sujets difficiles. Vous m'avez dit ça en préparant la table ronde. Oui, ça c'est encore autre chose. C'est lié à notre positionnement. C'est-à-dire qu'une des missions du CRT, c'est de se positionner sur les sujets qui sont particulièrement difficiles d'un point de vue technologique, avec cette notion d'incertitude un peu inhérente à la R&D. Et que donc dans l'évolution des technologies et les entreprises qui se positionnent sur différents sujets, le CRT continue à avancer et laisse la place aussi au marché, parce que voilà, il y a un positionnement qui se veut respectueux des entreprises en place. Donc voilà. Mais pour revenir sur mon propos précédent, voilà, il y a une volonté de pouvoir mutualiser des ressources et avoir l'expert sur différentes technologies. Là, on parlait des experts en facteurs humains, qui va être utile à Amplitude à l'occasion de ce projet, mais peut-être beaucoup moins après. Et donc de pouvoir héberger aussi ces compétences, les mettre à disposition à travers les projets de différentes entreprises. Et voilà, on a d'autres profils comme en électronique analogique, ou voilà, des gens assez pointus sur des sujets particuliers. Et voilà, le CATI, c'est le bon endroit pour être hébergé, pour que les entreprises puissent les solliciter, même si c'est quelques jours par an, quoi. Oui. Pierre, est-ce que ça renvoie justement à cette valeur qu'il y a à promouvoir une collaboration très étroite entre les technologies et les expertises métiers? Vous m'avez dit il y a un gisement de valeur très élevé à aller chercher là, justement, que ce soit pour les PME ou les ETI. Parce que vous m'avez dit aussi une chose que je trouvais très intéressante. Vous m'avez dit il y a un ancien modèle où on pensait un peu par cahier des charges. Hein, on établit le cahier des charges, ensuite on fonce un peu sur son objectif. Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'on se plante. Alors ça fait un peu écho aux tables rondes de ce matin, enfin tout à l'heure. Et que finalement, le lien entre expertise métier et compétences informatiques, il est très critique.
Et vous, c'est des choses que vous avez bien identifiées, bien dégrossies chez Amplitude. Est-ce que vous voulez développer cette pensée, s'il vous plaît? Oui, alors je ne sais pas si c'est forcément la seule réponse, mais en tout cas, je pense que voilà, l'expertise métier, c'est quand même l'expertise business, on va dire, c'est quand même la base. C'est eux qui sont garants du fait qu'on travaille pour le client final, et puis c'est eux qui sont voilà, responsables du PNL. Donc à la fin, c'est quand même ces gens-là qui sont donneurs d'ordre, entre guillemets, mais je pense qu'effectivement, l'approche traditionnelle qui consiste à avoir une discussion entre un expert métier qui va bâtir un cahier des charges et le transmettre à des gens, si on prend par exemple les sujets data, le transmettre à des spécialistes en algorithmie pour travailler sur ce sujet-là, je pense qu'effectivement il n'est pas très efficace parce que c'est deux mondes traditionnellement qui ne se comprennent pas trop, je pense. L'expert métier ne se rend pas bien compte de ce qui est compliqué ou pas pour l'expert data. A contrario, l'expert data ne sait pas forcément très bien de quoi le métier veut parler, donc je pense qu'une collaboration beaucoup plus étroite, ça permet d'être plus efficace et aussi de trouver des gisements de valeur qui n'étaient pas anticipés. Moi, par exemple, je suis reconnaissant en plus d'avoir misé en moi et dans ce projet-là à la base. Et effectivement, au départ, j'ai été... le projet, le cahier des charges initial, c'était de travailler sur une thématique autour de la maintenance prédictive, ou en tout cas d'être proactif sur la maintenance des équipements. Et puis en creusant ça, on s'est rendu compte qu'ah bah oui, mais en fait, pour bien faire ce sujet-là, il nous faudrait telle donnée, et donc comment je peux travailler sur la digitalisation de ce processus pour obtenir cette donnée qui me manque. Et au final, ça a mené à plein de sujets qui n'étaient pas dans le cahier des charges initial et qui ont beaucoup de valeur pour l'entreprise. Et ça rejoint ce que je disais en introduction, c'est aussi la genèse de notre projet, quoi. Donc la transdisciplinarité, ça va permettre d'identifier des ROI cachés, un peu latéraux, c'est ça l'idée? Oui, je pense, ouais. Je pense que c'est vrai. Je pense que le fait d'avoir une collaboration plus étroite entre des personnes, une collaboration étroite entre des personnes qui ont des expertises complémentaires permet d'identifier des sujets qu'on n'avait pas vus. Alors un exemple, par exemple, pour revenir sur la communication interculturelle, nous on n'y avait pas pensé. Et c'est parce que des gens qui ont plutôt une expertise facteur humain ont réfléchi avec Amplitude sur ces sujets-là, qu'on est arrivé à cette thématique qui va probablement donner lieu à un POC d'ici peu. Voilà. Je crois que vous avez aussi un sujet NLP, c'est ça? Enfin, je ne sais pas si vous pouvez en parler. Oui, exactement. Alors c'est vrai que on n'avait pas d'expertise dans l'entreprise sur le traitement du langage naturel, sur le NLP, ouais. Et pourtant, ça fait aussi partie des sujets sur lesquels on travaille avec le CATI. Là, l'idée, c'est le cas d'usage en quelques mots. L'idée, c'est de valoriser les données issues d'interventions SAV passées. Donc, comme dans beaucoup d'entreprises, les interventions SAV donnent lieu à l'ouverture de tickets dans lesquels les personnes du SAV remplissent des informations. C'est des données qui sont là mais qu'on exploite assez peu aujourd'hui. Et donc un des sujets sur lesquels on travaille, c'est effectivement d'essayer de valoriser cette donnée pour éviter de réinventer la roue à chaque fois, quoi. Faire en sorte que tel client me fait telle demande, est-ce que je peux rechercher dans mon historique une demande similaire, voir comment je l'avais traitée à l'époque, etc., pour entretenir une forme de base de connaissances. Et ça, bah voilà, l'idée, on l'a identifié. On avait identifié dans l'entreprise cette source de données. On pense dans l'entreprise qu'il y a un gisement de valeur là-dedans. Maintenant, comment est-ce qu'on prototype là-dessus, etc. Bah, il faut des compétences NLP qu'on n'avait pas forcément. Et c'est probablement un sujet qu'on n'aurait pas attaqué, ou en tout cas pas attaqué tout de suite, nous, Amplitude, tout seul. Par contre, le fait qu'on travaille avec le CATI, comme je disais, qui a des compétences NLP, et puisse nous aider à découvrir, à explorer ces sujets-là qui sont un peu en dehors du cœur métier maintenance prédictive ou du corps mission maintenance prédictive, on va dire, bah c'est super parce que ça nous permet d'avancer sur des sujets qu'on n'aurait pas attaqués sinon, quoi. Je crois qu'il faut le rappeler parce qu'il y a aussi un soutien de la région, c'est ça? Et donc ça vous permet finalement aussi de protéger votre ambition technologique, c'est ça? Oui, absolument. Bah, effectivement, cette collaboration entre l'Amplitude et le CATI, elle est aussi possible parce que c'est un sujet ambitieux, hein. Il y a quand même, c'est un projet de 2 ans, pas mal de personnes qui travaillent dessus, donc il y a un coût effectivement associé à ça. Et effectivement, la région Nouvelle-Aquitaine nous subventionne sur ce projet, ce qui voilà, nous donne le luxe d'explorer des thématiques un peu loin du core business, mais on est convaincu qu'il y a de la valeur là-dedans et on a bien l'intention de le démontrer, quoi.
Bon, c'est super. Nicolas Philippe, vous voulez réagir? Oui, merci Marc. Oui, je reviens là-dessus. Donc Pierre, tu as parlé d'innovation, après de l'accompagnement régional. Je pense que c'est assez important et je pense que c'est assez bien décrit de l'innovation, alors également technologique en ce qui nous concerne. Ça a ce côté un peu d'organique, c'est-à-dire que si on cherche à trop la définir à travers des cahiers des charges, etc., on peut avoir l'intuition que ça la détruit presque immédiatement, parce que ce qu'on est capable de spécifier, finalement, ce n'est pas forcément innovant. Donc on a cette dimension un peu incertaine dans l'innovation, et donc comme tu le disais, par exemple sur un dossier, sur ce qu'on a prévu de faire, nous c'est notre expérience, alors avec Amplitude, mais d'une manière plus large avec les entreprises, c'est d'être capable d'accompagner en fait les sujets, de découvrir des nouvelles pistes, voilà, on parlait de ROI, de choses comme ça, donc d'être capable d'être assez souple tout en étant suffisamment structuré, enfin de rechercher cet équilibre. Et après, l'innovation et l'incertitude, c'est quelque chose voilà, qui doit être accepté, et aussi un cul-de-sac qui serait exploré, un résultat en soi, c'est-à-dire de dire finalement on confirme qu'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de possibilité même technique de faire ça. Et donc ça m'amène au soutien régional en fait, qui a bien compris l'enjeu pour les entreprises de l'innovation, et donc l'accompagnement et même l'existence de centres comme le CATI, etc., permettent d'aider les entreprises à explorer ces pistes, donc en leur donnant aussi les moyens de faire ce qu'ils ne pourraient pas faire tout seuls. Donc on avait un exemple avec le NLP qui pour le coup est plutôt utile pour Amplitude, mais dans le cas où ça n'aurait pas été le cas, c'est aussi une réponse intéressante qui est un peu couverte. Donc voilà, l'accompagnement régional et de manière plus large, tous les dispositifs qui sont en place sont assez précieux aussi pour les entreprises pour pouvoir oser ou avoir les moyens d'innover, de prendre les risques et de se planter, ce qui est assez important pour être capable de garder les bonnes pistes. Donc voilà, moi j'ai une vision assez positive effectivement de ce processus-là, comme en témoigne le projet Amplitude. Ouais. Alors c'est important de le rappeler. Alors j'aimerais aussi qu'on parle de cas concrets, un peu de projets transdisciplinaires, enfin en tout cas qui ont nécessité de mobiliser des expertises transdisciplinaires et qui ont fait la démonstration que c'était bien un socle d'innovation technologique. Florian Larue, en préparant cette table ronde, vous m'avez dit j'ai un projet, ce serait peut-être il s'agissait de comment analyser une plateforme avec de nouvelles façons d'apprendre avant d'aller plus loin sur la technologie, le projet EDEC. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, pardon. Ouais, c'est bien un projet transdisciplinaire. On a travaillé avec les équipes de Nicolas sur le sujet. Et donc il y avait deux aspects. Il y avait un aspect où il fallait améliorer la performance de la formation et de l'apprentissage. Donc on a fait une évaluation. Évaluer les méthodes pédagogiques, c'est ça un peu? Ouais, et vérifier en fait que la plateforme permettait vraiment d'apprendre. Parce qu'avec les nouvelles technologies, alors il y a un vœu pieux qui est qu'on apprend mieux avec les nouvelles technologies, sauf qu'il ne faut pas oublier qu'à la fin on doit apprendre, et généralement c'est toujours pareil. Ça, je pense que c'est quelque chose qui va pouvoir intéresser les intervenants de la prochaine table ronde, puisqu'on a beaucoup de spécialistes de la formation. Pardon, je vous en prie. Et donc voilà, on oublie un petit peu l'usage, et donc à la fin il faut quand même s'assurer que la plateforme permet bien d'apprendre, qu'elle permet bien, que le contenu est bien intégré dans un cycle de formation, que les connaissances ou les savoir-faire sont bien transmis de la bonne manière. Donc voilà, on a évalué tous ces sujets-là, et puis derrière il y a l'équipe de Nicolas qui a travaillé plutôt sur toutes les innovations que l'on pouvait mettre en place en faisant l'analyse de la plateforme au niveau des données, quoi. Donc quelles sont les nouvelles méthodologies pour avoir d'autres façons d'évaluer l'apprentissage, d'autres façons de préciser l'apprentissage. On peut peut-être parler d'adaptative learning, on ne l'a pas fait, mais voilà, ça fait écho. Adaptative learning, ouais, c'est ça. Ça fait écho à tous ces sujets-là qui sont finalement des sujets qui sont très innovants, qui sont aujourd'hui pour moi des mots, un petit peu des gros mots. Et avant d'aller sur ces sujets-là, je pense qu'il y a d'abord des choses très simples à mettre en place pour ensuite aller sur des sujets d'innovation, et surtout ça peut être contre-productif en fait d'intégrer des nouvelles innovations alors que les bases scientifiques et d'usage ne sont pas là. Ne sont pas encore affirmés ou solides. Je crois qu'il y a un autre micro là-bas. J'en profitais pour poser une question, aller chercher le micro avant, c'est une technique d'animateur de table ronde, il paraît. Donc ça c'était le projet DEC, mais j'ai l'impression, alors celle-là vous y attendez pas, qu'il y a un peu un Graal, quelque chose qui permet d'unir un peu les cheveux et la table ronde, c'est la robotique. Parce que c'est quelque chose de vraiment très transdisciplinaire. Toutes les
les unités technologiques du CATI répondent à l'appel de la robotique. Est-ce que vous pouvez nous en toucher quelques mots, puis parler aussi peut-être de la RoboCup, s'il vous plaît? Ah, c'est à moi. Tu veux pas commencer, Seb? Je pense que... Je peux commencer. Vas-y. Si tu veux. Du coup, directement sur le projet RoboCup, on peut préciser un petit peu. En fait, il y a quelques années, on a décidé de se confronter à la réalité de la compétition dans une compétition internationale de robotique qui s'appelle la RoboCup, dans une catégorie at-home, où l'objectif c'est de faire concourir un robot compagnon, un robot majordome capable d'accomplir un certain nombre des tâches du quotidien. Typiquement, toutes les épreuves que le robot doit réaliser commencent par passer une porte, interagir avec l'arbitre. L'arbitre demande en langage naturel un certain nombre de... Un arbitre humain, c'est ça? Un arbitre humain. Demande au robot d'accomplir des tâches, et le robot doit être capable de comprendre ces tâches, de les exécuter, de se déplacer de façon autonome dans un appartement, d'attraper un objet, de le ramener à une personne, à la personne qui lui a demandé, pas à une autre personne par exemple dans la pièce. Et cette thématique-là, elle fait écho au CATI réellement parce qu'elle réunit de façon forte les trois compétences qu'on peut retrouver. C'est le robot. Sans électronique, il ne peut pas bouger, il ne peut pas se déplacer, il peut rien faire, il ne peut rien attraper. Sans intelligence, de la même façon, il ne va pas pouvoir réaliser des actions complexes. Et sans l'interaction homme-machine, c'est pareil. On s'en rend bien compte parce que c'est vraiment une difficulté. Typiquement, il y a des épreuves où le robot peut interagir avec ce qu'ils appellent des naive operators. Donc ils prennent un enfant dans la salle qui a jamais interagi avec un robot, et le robot doit être capable de comprendre ce que l'enfant lui demande. Et là, on voit bien toute la dynamique aussi d'interaction machine et la projection, en fait, que l'utilisateur, quand il parle à un robot, déjà se fait un adulte, il va avoir une certaine façon d'interagir, là où un enfant, on ne va pas s'attendre à ce que le robot mette du temps à répondre ou autre. Et on voit bien que la complémentarité et la capacité du robot à comprendre la réaction de l'humain et à interagir est forte. Donc vraiment, sur les trois compétences du CATI, on a une vraie valeur ajoutée. Je pense que c'est aussi pour ça que l'équipe performe plutôt bien aussi dans ces compétitions. On a eu plutôt des bons résultats, et je pense que c'est par rapport à ces approches-là complémentaires. Il y avait un autre projet aussi transdisciplinaire dont vous m'avez parlé, Sébastien Lotti, c'était sur un capteur ECG, c'est ça, électrocardiogramme? Oui. Là, c'est une approche aussi assez complémentaire par rapport aux équipes de Florian plutôt. C'est notamment pour en déduire des états cognitifs ou pour avoir un peu plus d'informations sur l'humain. On a besoin de faire du monitoring. Et il pourra préciser un petit peu plus tout à l'heure le cadre de travail. Mais on avait des sujets de recherche qui nécessitaient finalement de travailler sur la périodicité, sur la variation de la périodicité du rythme cardiaque. Et on était confronté, ou en tout cas la personne qui travaillait sur ce sujet-là était confrontée à une problématique, c'est les capteurs existants pour faire de l'analyse cardiaque aujourd'hui sur le marché, donner de la valeur, de la donnée consolidée finalement directement, ce que les gens en achetant ces ceintures-là attendent, hein, le rythme cardiaque et un certain nombre d'autres paramètres. Mais par contre, il avait besoin d'avoir un accès aux données brutes et aussi avec des méthodes d'échantillonnage très spécifiques. Et donc là, on a une forte complémentarité entre la spécificité ou la spécification du besoin finalement d'une information spécifique liée à, là c'était la variabilité, et la solution technologique et la complémentarité de ça lève toutes ces barrières-là. C'est-à-dire qu'on peut se dire... Parce que ça un ingénieur électronicien tout seul, il n'aurait pas pu le faire. Non, mais un électronicien tout seul, il va dire je sais faire une carte pour faire de l'ECG, mais il ne sait pas en déduire la corrélation entre le rythme et l'état cognitif. Là, c'est vraiment la complémentarité. Oui, puis un chercheur en facteur humain,
il ne sait pas concevoir une carte électronique non plus. Non. Donc il y a vraiment une complémentarité très forte. Et c'est là où en fait la double culture est vraiment intéressante parce que peut-être que, et je te laisserai préciser, mais peut-être que l'ingénieur en facteur humain, il ne va pas se dire je peux passer le cap d'un objet custom qui va répondre à mon besoin. Il va plutôt peut-être se baser sur les produits qui sont directement accessibles, plutôt que de se dire mais finalement je pourrais aller chercher de l'innovation, je pourrais aller chercher quelque chose de plus loin si je me projette sur le fait que je peux moi-même faire, ou en tout cas en m'appuyant sur des gens, faire un système électronique capable de répondre à mon besoin. Et voilà, je pense que le fait qu'on travaille ensemble, ça permet de mélanger ces cultures-là et de lever pas mal de barrières. Florian Larue, 1, 2. Allô, allô, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Je crois que les micros sont fatigués. Vous vouliez compléter les propos de votre collègue? Bon, je ne peux pas dire grand-chose de plus, mais le fait qu'au CATI, il y ait cette double complémentarité fait qu'en fait, on arrive à répondre à un besoin qui est assez global au niveau des entreprises, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, quoi. Pierre Constant, en préparant la table ronde aussi, vous m'avez dit que finalement, la rencontre avec le CATI, ça s'est fait à l'occasion de AI for Industry, cet événement dont on parlait tout à l'heure à l'occasion de la table ronde sur l'intelligence artificielle. Donc c'est intéressant de voir que ça a donné naissance à ce projet collaboratif. Dès le départ, vous aviez vu qu'il y avait quelque chose d'intéressant, un potentiel à aller chercher dans la transversalité. Mais vous attendiez à trouver de l'électronique, mais vous attendiez pas du tout à trouver des facteurs humains. Est-ce que vous pensez qu'il faudra attendre peut-être la fin du projet pour, je pose des questions un peu naïves, hein, mais pour vraiment prendre la mesure de ce que ça représente comme impact finalement, ou comme bénéfice? Alors oui, alors déjà effectivement on s'attendait pas à trouver le côté facteur humain parce que je pense que enfin moi en tout cas je connaissais pas, j'ai trouvé ça relativement innovant parce que sur des aspects d'innovation technologique, je connais pas d'autres exemples. Enfin moi en tout cas je connaissais pas d'autres exemples d'unités ou de centres technologiques qui intègrent des compétences qui viennent plutôt des sciences sociales, alors qu'effectivement la complémentarité entre informatique et électronique, elle est bien connue. Enfin, chez Amplitude, on a des électroniciens, des informaticiens, ça c'est on va dire plus classique. Donc le fait qu'il y ait cette troisième unité technologique, effectivement, c'est plus inhabituel, on va dire. Et concernant les impacts attendus, non, je pense pas qu'il faudra attendre la fin du projet. Je pense qu'assez vite on a compris qu'il y avait des choses à aller chercher là-dedans. Alors je reprends mon exemple de la communication interculturelle. Hein. Comment je facilite une conversation entre deux personnes qui essayent de communiquer en anglais mais aucune des deux est bilingue. Donc voilà, toute cette logique. Alors là, le CATI travaille sur des logiques de pictogrammes par exemple, qui seraient des logos extrêmement signifiants, que ce soit pour quelqu'un qui soit en Corée ou en Chine ou quelqu'un qui soit à Pessac, qui permettent enfin à Bordeaux ou en français, quoi, qui permettent de désambiguer la discussion entre les deux personnes. On a assez vite compris que ouais, il y avait un gisement là-dedans, quoi. Donc je pense pas qu'il faudra forcément attendre la fin du projet pour se rendre compte que c'est intéressant. Je pense qu'on a assez vite compris qu'il y avait des trucs intéressants là-dedans. Mais on n'y aurait pas pensé tout seul, je pense. On serait resté sur la partie purement technologique, on va dire. Bon, super. Bon, là, on a un témoignage, on a un retour d'expérience. Je vous remercie d'ailleurs, Pierre Constant, de votre participation à cette table ronde, qui est très éloquent, qui est très inspirant. Une question pour Nicolas Philippe. Est-ce que la PME, la petite PME cette fois-ci, est-ce qu'elle aussi, elle peut avoir droit à cette transdisciplinarité, ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus compliqué? Quel conseil vous lui donneriez à ce profil d'entreprise? C'est une bonne question à laquelle je ne peux pas dire non, du coup, vu la façon dont elle est posée. Oui, en fait, souvent, les entreprises, et plutôt les petites entreprises, parce qu'elles ont des profils spécifiques, ont tendance à confondre le problème et la solution. Et donc, on voit pas mal les entreprises venir et nous demander une solution d'intelligence artificielle. Et après avoir suffisamment discuté, on réalise que c'est un problème de toute autre nature. Donc ça, c'est une expérience assez intéressante. Alors tout à l'heure, Florian parlait
d'un organisme de formation là, auquel on a préconisé des choses. Voilà, ça m'a fait sourire parce que c'est un bon exemple d'une entreprise qui cherchait en fait un prestataire en informatique, en intelligence artificielle. Et après discussion et après le projet, ils ont été finalement très satisfaits, surtout de la partie, le travail qui a été fait par l'équipe de Florian sur le profil des utilisateurs, leurs besoins, la façon d'interagir avec la plateforme, etc. Et beaucoup moins sur les aspects data où finalement leurs enjeux étaient assez faibles et en tout cas largement prématurés par rapport à leurs autres problématiques. Donc voilà, je pense que pour une entreprise, d'avoir la complémentarité des profils, ça permet aussi de les réaiguiller, de les conseiller avec objectivité. Surtout sur des entreprises qui vont par exemple avoir des enjeux d'objets connectés, parce que ça implique forcément, quand on dit objets connectés, la remonte et dans le cloud, l'exploitation des données, donc avec des enjeux. Et voilà, donc des fois il y a des raccourcis avec des entreprises qui se présentent en indiquant qu'ils ont besoin d'un objet connecté ou de tel capteur. Est-ce que c'est le syndrome du marteau? Enfin, j'appelle ça comme ça parce que oui, vous m'avez dit qu'il faut éviter de devenir un marteau et de tout prendre pour un clou. En gros, on parle d'IA, on en a parlé beaucoup ce matin, et donc forcément on va investir ces sujets de R&D en se disant il me faut de l'IA, puis à la fin finalement on est content quoi. On est content de quoi? On va être content d'une carte électronique, on va être content d'un accompagnement facteur humain. Est-ce que c'est pas un peu le syndrome du marteau, ça? Oui, c'est confondre en fait le cycle de création de valeur, c'est-à-dire de partir d'une réponse technologique en croyant et en confondant ça avec le besoin. Le besoin, c'est jamais l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est une réponse à un besoin ou pas d'ailleurs. Donc le besoin, c'est augmenter, mieux lire ses données, etc., etc. Et donc voilà, la complémentarité, ça apporte d'autres choses. Enfin, je reprends l'exemple d'Amplitude qui est présent. C'est assez intéressant parce que nous, dans le cadre des projets, on a toujours un interlocuteur privilégié. Donc pour Amplitude, c'est Pierre. Et Pierre a un profil plutôt data. Donc ce qui porte des avantages, mais aussi des biais finalement dans son analyse, dans les projets. Et donc pour Pierre d'être exposé aux autres équipes, alors avec l'équipe data c'est assez fluide finalement, mais d'être exposé aux autres équipes, je pense que c'est assez intéressant pour Pierre et derrière lui tout Amplitude finalement. Donc voilà, c'est aussi des enjeux assez importants de ne pas parler entre data et scientists finalement et de rester dans notre monde un peu isolé, et pareil sur les autres métiers, et d'avoir avec les projets avec le CATI l'occasion d'être exposé à des choses comme Pierre disait finalement, découvrir les facteurs humains quoi. Voilà, et puis d'autres choses je présume quoi. Mais alors, du coup, j'insiste encore un petit peu, pour la PME, c'est accessible. On peut être une PME et se dire, c'est un peu la question qu'on se posait à chaque fois, est-ce que je peux être une PME et aller sur l'IA? Est-ce que je peux être une PME et m'intéresser à la conception centrée utilisateur? Est-ce que je peux être une PME et prétendre essayer de trouver des ROI à partir d'expertise transdisciplinaire, ou est-ce que c'est des problématiques qui relèvent que d'une typologie type ETI, grand compte? Non, je pense que c'est applicable à partir du moment où on conçoit un produit ou un service. Donc ça va de la start-up au grand groupe. En effet, c'est parce que d'avoir une expertise et un regard vraiment objectif et construit sur l'ensemble de la chaîne de la valeur qu'on représente ici tous les trois, ça me semble nécessaire, quelle que soit la taille de la structure, quoi. Donc après, c'est juste une question d'échelle, quoi, finalement, c'est ça? Oui, une question d'échelle et puis d'orienter la bonne réponse technologique aux besoins qui est présenté. Comme je disais, souvent c'est quand même une étape un peu préalable sur la façon dont c'est présenté. Voilà, Sébastien en parlera mieux que moi, mais des entreprises qui arrivent avec un objet connecté qui veulent faire communiquer en je ne sais pas quel protocole, peu importe, finalement en 5G, 4G, etc. Et en fait, au fil des discussions, on montre qu'il y a d'autres options technologiques et qu'on peut adresser différemment. Et c'est pareil sur l'intelligence artificielle. Le nombre d'entreprises qui viennent en parlant d'intelligence artificielle et qui finalement ont des besoins beaucoup moins poudre aux yeux, mais de structuration de base de données, voilà. Mais pour autant, c'est la réponse à leurs besoins, c'est structurer leur base de données, c'est pas forcément développer du deep learning, quoi. Oui. Alors en Nouvelle-Aquitaine, on a une filière dédiée à la robotique qui est très active, très présente. Mais dans ces PME, peut-être qu'on va se concentrer sur des sujets du type ingénierie, data, et peut-être qu'on ne regarde pas encore sur l'aspect facteur humain. Est-ce que c'est des choses qui ont du sens, ce que je dis, ou est-ce que je suis à côté de la plaque? Est-ce qu'il y a une maturité de ces questions finalement chez les acteurs un peu roboticiens? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu, en tout cas le sujet de la robotique, quelque chose qui nécessite par essence d'être transdisciplinaire, et donc en soi c'est un socle d'innovation technologique. Alors moi je ne connais pas très bien le domaine, les entreprises qui font de la robotique, mais par contre je peux donner un exemple. Hier j'étais à Paris, on discutait de l'ingénierie comportementale dans l'IA. C'était
un colloque qui a été monté par Nexter, la DGA, les ministères des Armées. Et la plus grosse problématique qui est ressortie au niveau des robots, c'est l'interaction avec l'humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une délégation, une collaboration auquel on ne réfléchit pas, enfin, qui passe toujours un peu en amont et qui revient constamment en fait en tant que problématique. Donc pour moi, oui, le facteur humain. Alors c'est pas, il faut arriver à trouver le juste milieu en fait entre la technologie, le robot et l'humain. Mais il ne faut surtout pas l'oublier parce qu'autrement on risque encore une fois de se planter dans la conception du système. Écoutez, je pense que ce sera peut-être le mot de la fin. Moi, que quelqu'un veuille rajouter un dernier message. Ouais, moi, sur l'aspect PME, ETI et transdisciplinarité, donc je pense on connaît tous dans nos entreprises, hein, je pense qu'il y a encore énormément de process dans les entreprises qui sont gérés sur des échanges d'email / classeur Excel. Je reçois un email, j'incrémente quelque chose dans un classeur Excel et je vois ce que ça donne ensuite. Ça, c'est je pense le lot de la plupart des entreprises, mais je pense en particulier dans les PME ETI parce que c'est quelque chose que tout le monde sait utiliser. Et là, je pense que dès qu'on est dans cette schématique-là, il y a une opportunité pour des projets de data, on va dire, de comment je robustifie ce flux. Et quand on commence à rentrer dans ces thématiques-là, il y a tout un tas d'automatisation qui vont pouvoir se passer autour de ces workflows-là. Donc on a les acteurs du no-code qui ont compris ça aujourd'hui et qui commencent à pousser ces solutions. Et voilà, et donc là on est plutôt sur j'ai l'impression, la complémentarité entre expertise métier et expertise informatique / data. Et ça, je pense que ça concerne vraiment la plupart des entreprises, avec des gros gisements en termes d'automatisation des processus, je pense. Donc, merci Pierre Constant, ce sera le mot de la fin. Donc les expertises transdisciplinaires, c'est pour tout le monde, vous l'avez entendu, vous l'avez compris. Merci messieurs, merci on peut les applaudir. Merci de votre participation.